Les leviers de financement de l'économie numérique, on en parle à l'heure où la révolution digitale se déploie, à l'heure où des acteurs seuls, jeunes, que l'on croyait désarmés, arrivent en quelques mois, parfois quelques années, à changer les règles d'une économie tout entière. Il est important, plus que jamais, de connaître les leviers, de connaître les programmes d'accompagnement, de connaître les entrepreneurs qui ont choisi, de manière généraliste ou spécialisée, d'accélérer, d'abord de faire émerger, on va parler d'amorçage, et ensuite d'accélérer la croissance financière des acteurs. Alors pour en parler, honneur aux dames, Delphine, bonjour, vous étiez avec nous ce matin sur un plateau pour nous parler de votre vision d'acteur du e-commerce. Aujourd'hui, maintenant, vous allez plutôt nous parler de votre parcours dans le financement même de la croissance de votre entreprise. Présentation tout d'abord. StudyWork, deuxième fois. StudyWork, pardon. Bis repetita. Alors, StudyWork, c'est le mythique de l'orientation post-bac. On est une plateforme online qui permet aux étudiants qui se posent des questions sur des métiers ou sur des études d'entrer directement en contact avec des professionnels qui exercent les métiers qui les intéressent ou avec des étudiants qui suivent déjà les études sur lesquelles ils s'interrogent. Merci d'être avec nous. À vos côtés, deux acteurs du financement. Yannick Louis, bonjour. Vous êtes conseiller d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie. Laquelle d'ailleurs ? La CCI du Morbihan, puisque nous sommes une chambre départementale. Voilà, avec plusieurs sites à Vannes, Lorient, Pontivy, Auray et Ploermel. Très bien, merci donc d'être avec nous dans quelques instants. Votre tour d'expérience sur les programmes d'accompagnement et d'accélération. À vos côtés, un entrepreneur, le président d'EcoSi avec un K, Eco. Maël Prudhomme, bonjour. Donc vous avez choisi de vous spécialiser pour mieux financer. Alors financer quoi ? La croissance, l'amorçage, l'accélération. Vous les prenez au berceau, vous les prenez quand vos entreprises ? Présentation. Alors bonjour, EcoSi c'est une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif, de dons. Et donc on accompagne à peu près tous les porteurs de projets potentiels qui sont intéressés ou qui s'intéressent à l'océan. Donc l'océan c'est 71% de la planète et c'est surtout plus de 10 millions de passionnés en France. Donc ça fait un petit peu de monde. Et en fait, cette blue économie qu'on maîtrise finalement très très mal en France. Il y a des pays comme le Portugal. Je sais qu'en Bretagne on est plutôt avancé, mais je crois que c'est la seule région où il y a une forte culture de blue économie par rapport à la Norvège, par rapport au Portugal, au Québec, enfin au Canada, où là c'est vraiment devenu un pan entier du développement économique. Un mot sur cette blue économie au sens large. Alors, oui, effectivement, il y a pas mal de pays qui sont en avance. Alors aujourd'hui, on est en Bretagne, évidemment, on est plutôt également. En France, vous êtes très bon. On est plutôt bon. Et aujourd'hui, on n'est pas les seuls en France. Il y a également un gros travail qui a été fait dans le Pays Basque, donc la Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, avec des fermenteurs d'algues, avec des choses un petit peu intéressantes, des projets d'îles artificielles. C'est-à-dire qu'il y a même ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont réussi à fédérer tous les acteurs, c'est-à-dire chambre de commerce, acteurs publics, universités, écoles d'ingénieurs et grosses entreprises, puisque toute la partie de la glisse aujourd'hui se fait là-bas. Et donc les Tribord, Quicksilver, Rip Curl et compagnie sont là-bas. Et ils ont réussi à se fédérer ensemble pour travailler sur un Ocean Living Lab et avec plusieurs endroits. C'est-à-dire que de façon une co-construction collaborative au lieu que les territoires se tirent la bourre, c'est au contraire des zones d'expertise. Alors c'est des zones d'expertise, mais en plus c'est des zones d'expertise sur plusieurs territoires. C'est-à-dire que c'est pas juste à un endroit. Ils ont réussi à travailler ensemble. Et souvent, quand on a l'occasion de discuter avec différents acteurs, dont Yannick, puisqu'on se connaît déjà un petit peu, on essaye aussi de travailler ensemble, parce que le but du jeu, à un moment, c'est qu'on gagne tous ensemble. Alors moi, je suis ravi, parce que si vous suivez nos émissions e-commerce, vous savez peut-être par ailleurs qu'on est très présent sur la blue economy au niveau mondial, et c'est la première fois qu'on fait le lien entre les deux en 50 planètes e-commerce. On est ravis de vous accueillir, Maël. Alors, on va essayer de faire un petit peu le tour de table, pas de tour de table, le tour d'horizon, pardon, de tous ces leviers de financement. Parce que, la love money, j'ai un peu de fric, j'en parle à mes amis, j'en cherchais, ça tout le monde sait à peu près faire. Mais ensuite, je pense qu'il y a dans tout cet écosystème du financement, de l'accélération qui existe, qui est assez dynamique finalement. En France, on n'a pas à rougir de notre infrastructure en la matière. Elle est finalement assez peu connue des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs de l'économie réelle, qui eux aussi ont peut-être dans leur métier fort la possibilité de développer des projets digitaux. Et c'est là où vous intervenez. Alors qui veut, je ne sais pas, peut-être Yannick, ou nous expliquer un petit peu toute cette ascenseur de financement qui commence très petit
et qui peut se terminer au niveau mondial avec des levées ou des finances, des tours de table très très importants. Oui, tout à fait. Enfin, les leviers de financement sont très très nombreux finalement. Et vous parlez d'entreprises digitales ou d'entreprises connectées. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que nous avions mis en place une plateforme de financement participatif comme Ecosi qui s'appelle Bulb in Bretagne, donc qui rayonne sur l'ensemble de la Bretagne, avec un partenaire technique qui est Bulb in Town, donc une plateforme nationale assez connue, c'est le 3e acteur au niveau français. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, ce ne sont pas seulement les entreprises connectées qui sollicitent le financement participatif, ce sont aussi des entreprises traditionnelles, avec des métiers traditionnels, des activités traditionnelles. L'idée, c'est en fait de faire rêver et trouver des financements via le financement participatif. C'est un très bon levier. On est sur des montants qui ne sont pas énormes. En moyenne, en France, on est sur 3 000 €, avec des campagnes qui durent entre 45 et 90 jours au grand maximum. L'idée, c'est vraiment de donner un coup de pouce en fait à ce type, au financement global de l'entreprise. Et l'intérêt, c'est de mobiliser en fait tous les acteurs qui contribuent tout simplement au développement de l'entreprise et qui sont d'une certaine manière des futurs clients de l'entreprise. Alors, l'idée, c'est que sur le financement participatif, il faut énormément s'appuyer sur le réseau personnel du porteur de projet, puisqu'à peu près 25 à 50% des financements sont apportés vraiment par le réseau très, très proche. Et puis après, le cercle s'agrandit vers d'autres personnes. Et comme c'est un système de financement qui fonctionne grâce à Internet, en fait, on peut toucher pratiquement tout le monde, tout simplement. Très bien, on voit un petit peu. Alors, on va revenir dans quelques instants sur le crowdfunding, puisqu'on a un acteur déterminant. Vous, avant Delphine, racontez-moi un petit peu, vous, votre parcours de croissance. Vous avez commencé avec votre fric à vous, avec celle de vos associés. Est-ce que tout de suite, je crois, vous avez eu assez vite rencontré des investisseurs? Alors, déjà, peut-être aidez-nous, au travers de votre propre parcours, à nous poser quelques gros mots. On entend parler de venture capitalist, de fonds, d'acteurs bancaires, de business angel. On s'y perd un peu. Alors, je ne sais pas si vous vous y retrouvez, mais si c'est le cas, aidez-nous au travers de votre parcours à nous expliquer un peu ces différents acteurs. Oui, alors nous, on a eu la chance à StudyWork en fait, d'avoir en interne une personne qui est très expérimentée dans ce secteur, qui est mon associée cofondatrice, qui était en fait partenaire dans une banque d'investissement. Donc c'était un atout considérable puisqu'elle connaît très très bien les différents dispositifs de financement des startups et en plus elle le faisait depuis des années dans le secteur du web, du digital, donc ça a accéléré les choses. De manière concrète, on a commencé effectivement avec nos propres fonds. On n'a pas mis énormément d'argent au début, on est parti avec 10 000 € pour tester. En fait, l'idée c'était au départ de tester l'idée. De voir si effectivement il y avait un intérêt auprès de nos utilisateurs et également auprès des clients qui allaient payer. On arrive à faire des pilotes parce que le site est quand même très ambitieux. Il est à dimension nationale, internationale, il faut nous le dire, mais il est déjà très ambitieux. Et donc avec 10 000 €, on arrive quand même à recéter, à faire un POC, ce qu'appelle un POC, comme disent les anglo-saxons, une proof of concept, pour traduire ce gros mot-là. Alors, comment vous avez fait 10 000 €? On ne va pas très loin. Comment vous avez fait alors? Très clairement, en fait, déjà tout dépend du projet qu'on veut développer. Après, nous, on avait effectivement une plateforme qui était assez complexe en termes de fonctionnalités, mais vous avez des sites e-commerce qui sont beaucoup plus simples. Vous pouvez utiliser un WordPress pour un site e-commerce. Et effectivement, là, vous n'avez pas besoin d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le développer. Nous, on avait besoin d'avoir un développeur qui se joigne à notre équipe. Donc ça, on a travaillé en amont très tôt pour trouver un développeur qui est devenu ce qu'on appelle notre CTO, c'est-à-dire notre directeur technique, et on l'a associé au projet. Et ça, c'est en fait un élément important financier à l'associer pour ne pas perdre la technologie en route. Et alors c'est vrai en Europe, alors aux États-Unis, c'est carrément, je veux dire, les acteurs, les maîtres du code sont vraiment des stars, quoi. Je crois que c'est à Silicon Valley, c'est 260 000 $ l'ingénieur. Donc forcément, c'est pas étonnant qu'on ils nous disent non, on veut bien vous racheter votre boîte, mais vous gardez vos ingénieurs en Europe. Donc garder dans son capital les équipes qui maîtrisent la tech, ça c'est aussi un des garanties. C'est fondamental, mais c'est difficile. Donc pas assez de fric, donc j'associe, ce qui fait que je le paye, mais je paye un peu moins. Enfin, ok. Exactement. Donc deuxième levier. Ensuite, assez rapidement, dès qu'on a eu quelque chose qu'on pouvait présenter, qui n'était pas encore parfait, je pense qu'il faut faire le deuil de ce qu'on a dans la tête au début et qui correspond à l'idéal de développer. On a effectivement très rapidement été chercher de l'argent auprès d'investisseurs qui étaient des business angels, qui nous ont fait confiance à la fois
Enfin, plus sur notre équipe, en fait. Au début, quand on n'a pas grand-chose à montrer, les premiers investisseurs, ils font confiance à la complémentarité de l'équipe, à la solidité des porteurs de projets, et c'est là-dessus qu'ils parient, parce que c'est un véritable pari. On a eu des petits tickets, 30 000, 20 000, 25 000, mais ça nous a permis effectivement de pousser le développement à la fois technique et aussi d'initier le développement commercial. Et puis, à côté en fait de ces investisseurs privés qu'on a eu à ce moment-là, on a eu la chance parce que notre concept touche à une innovation, donc on avait une innovation de service, de pouvoir bénéficier de financement de la part de la Banque publique d'investissement. Donc BPI France, qui, on peut en être fier, hein, c'est une des plus dynamiques au monde, extrêmement copiée. Enfin, je pense qu'il est rare d'entendre des critiques. C'est pas du cocorico, mais c'est assez rare d'entendre des critiques de BPI France. Il y en a. Je suis demandeur hein, pour là. Ouais, donc un soutien, soutien bancaire, soutien. Ouais. Et alors bancaire, je n'ai pas entendu encore. Enfin, bancaire, non, on n'a pas zéro. du tout. Non, pas du tout. On n'y est pas. Non, on s'est pas adressé aux banques. Mais parce que aussi, en fait, mon associée, comme elle connaît bien l'écosystème plutôt innovation, en lien avec l'innovation et en lien avec les BA. Elle connaissait des BA, elle connaissait des VC. On a commencé avec BA, des BA. Business Angel, VC, Venture Capitalist. Hein, pardon pour... Mais c'est vrai que ce sont des mots assez courants, c'est des gros mots entre guillemets, mais qui, dès que vous êtes dans cette logique de recherche, de financement, deviennent du quotidien. Un mot sur le quotidien du porteur, et après je passerai évidemment la parole à nos deux experts, sur le quotidien du porteur de projet financier qui veut faire une levée de fonds, le pitch, les dossiers, etc. Allez, encore 30 secondes de conseils très opérationnels pour cette période-là où on va chercher. Vous avez passé vos journées à pitcher, c'est ça? Ouais, il faut faire du sport, il faut bien dormir, il faut bien manger. Ok, voilà. C'est basique, mais c'est vraiment ça. C'est un vrai job de sportif. Il faut être en forme. Voilà. Il faut donner envie, il faut être en forme, il faut donner tout ce qu'on a. Donc effectivement. Pour votre de mémoire comme ça, pour votre propre projet, combien de fois vous avez pitché en tête à tête ou devant des allez, comme si vous deviez donner un chiffre, pour donner un peu une idée, pour porter. Parce que cette culture du pitch, elle est vraiment... Enfin, nous, on l'a vu au French Village, à Las Vegas, cette année. Bon sang, on a fait pitcher des anglo-saxons et des français. Et pourtant, on avait des super produits. Hein. Mais on a encore beaucoup à apprendre. Tous les anglo-saxons, ils savent vous pitcher leur boîte, leur projet, leur demande de financement. Donc vous, apparemment, vous savez bien faire, mais combien de fois, parce que, en tout cas, vous avez réussi déjà, c'est déjà le truc, mais combien de fois, parce que des boîtes de l'économie traditionnelle n'imaginent pas ce que c'est. Quelques exemples. C'est une question difficile, je dirais une centaine, voilà. Facilement. Mais après, on pitch aussi des fois devant des parterres d'investisseurs. On ne pitche pas que en face à face. Le face à face, c'est vraiment quand on arrive à une étape, voilà, c'est deuxième, troisième étape, et qu'on est plus dans l'étude des métriques, où on va plus en profondeur dans le projet. Mais oui, il faut être tenace, ouais, c'est sûr. Il faut être tenace si on veut réussir à atteindre nos objectifs. Ouais. Alors merci déjà pour ce témoignage. Messieurs, une réaction par rapport à ce témoignage d'un entrepreneur, au féminin en l'occurrence, qui a sauté tous les obstacles et qui continue à développer, à chercher du fric, à faire croître sa boîte. Maël? Déjà félicitations, parce qu'effectivement c'est un sacré parcours. C'est un petit peu ce qu'aujourd'hui on peut voir avec tous les porteurs de projets qu'on rencontre. C'est effectivement à un moment raconter son histoire. C'est quoi l'histoire de la boîte, c'est quoi l'histoire perso qui fait qu'on est légitime dedans. Et puis à un moment, c'est l'adéquation porteur de projet. L'argent, c'est effectivement, on a un peu du mal en France à parler d'argent, mais pour moi, c'est un peu anecdotique. C'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est-à-dire que, alors c'est un vrai problème quand on n'en a pas, mais c'est un faux problème parce qu'en fait, il y en a de l'argent. Il faut aller chercher les personnes qui vont pouvoir vous suivre à un moment. Alors effectivement, après, plus on est en adéquation avec son projet, et plus on a de chances d'aller chercher effectivement des business angels ou même des privés. Aujourd'hui, nous, on a des personnes. Alors effectivement, on est plutôt des passionnés. Nous, on est des pratiquants depuis plus de 25 ans, donc ça commence à faire quelques semaines, et qui nous appellent pour dire nous, on est intéressés pour mettre de l'argent dans votre boîte. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on devient crédible, mais on passe forcément. Oui, parce que vous vous financez, mais pour mettre en place votre pour business, financer notre croissance, à un moment, on est obligé de passer par là. Alors vous aussi, rapidement, puisqu'on ne va pas redoublonner, mais vous aussi, parcours de retour d'expérience sur le financement d'Ecosi. C'était un peu pareil, ça vous rappelle des choses, le témoignage de Delphine? Évidemment, mais après, nous, on est 10 associés aujourd'hui, on est tous effectivement des pratiquants, donc multi-support dans la glisse, avec des gens qui sont titrés, avec des ambassadeurs qui sont des sportifs de haut niveau, donc on a d'abord un écosystème de passion.
C'est-à-dire, donc ça change vraiment Ouais, c'est les choses. du communautaire, mais pas C'est seulement financier. Quoi. Voilà, c'est du communautaire. Et en plus, on voulait que des associés qui soient passionnés et qui soient engagés là-dedans. Donc, parce que quand on a des problématiques liées à des projets qui sont techniques, on doit pouvoir y répondre. Donc, ça permet effectivement d'aller chercher les expertises au sein, mais comme ce que tu disais sur la partie technique du développement. Donc, il faut les avoir en interne. Après, c'est un parcours du combattant parce qu'on se retrouve aussi avec une culture un peu française. Déjà, l'argent, c'est un peu compliqué. Et en plus, des fois, on a des gens qui ont fait fortune, et tant mieux, mais qui ont 70, 80 ans et qui, pour le coup, des fois, la nouvelle économie, c'est un peu compliqué. Et donc, ils nous regardent en disant « Ouais, mais alors là, les courbes de croissance, c'est impossible. Là, le machin. » Et quand on leur montre ce qui a pu se faire chez Ulule, chez KissKiss ou chez d'autres, ils nous regardent en disant « Mais c'est pas possible. » En fait, ça, c'est l'actualité aujourd'hui. Et à un moment, ça fait partie du jeu. Donc les croissances sont plus les mêmes, on fonctionne plus forcément pareil. Pour autant, nous on ne considère pas qu'on est une start-up. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des fonctionnements d'anciennes boîtes. C'est-à-dire on fait du service, on fait d'abord du service, on utilise Internet comme un outil technique. Mais c'est pas un et c'est bon de le rappeler aussi. On n'oppose pas les startups aux anciennes boîtes. Pour moi, c'est pas vrai. On fonctionne ensemble et on essaie de trouver et il y a des super trucs qui existent dans l'industrie ou dans les TPE plus classiques. Et certaines viennent chez nous. Et puis il y a des super trucs qui se passent dans la nouvelle économie. Mais c'est pas antinomique. Merci Maël. Yannick, alors des entrepreneurs, là on a la chance d'en avoir deux qui financent, sont dans l'action. Vous en rencontrez, vous en accompagnez presque, j'imagine, tous les jours. Alors un mot déjà sur ces profils-là et puis sur le programme d'accompagnement de la CCI qui les prend au berceau parfois alors au berceau en tant qu'entrepreneur, en tant que financeur, mais pas forcément que des jeunes. À tout âge, on peut... Un mot sur les profils, sur le programme d'accompagnement, sur votre quotidien. Je vais avoir du mal à vous répondre. C'est vrai que le tout en 2 minutes. Le profil, il est très varié en fait. Effectivement, de plus en plus, nous, on a souhaité mettre en place un programme d'accompagnement des startups parce qu'on est sur un nouveau modèle économique, très clairement. Après, quand il s'agit de chercher des financements bancaires classiques, on les accompagne justement pour expliquer aux financeurs comment bien montrer, comment bien défendre son modèle. Parce que le financement traditionnel est effectivement un petit peu... retort à ce genre de projet, mais malgré tout... il est conventionnel. Il est conventionnel, mais malgré tout, le financement bancaire il fonctionne il est quand même souvent principal dans beaucoup de cas. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner sur le moyen terme et sur le long terme les créateurs d'entreprises. Et on accompagne aussi les entreprises en développement qui sont sur des problématiques de diversification, avec la même chose, des recherches de financement dans l'innovation. On a parlé de BPI. Effectivement, puis après, avec la plateforme Bulbingtown, on les accompagne en equity, en don contre don sur des tickets complètement différents, jusqu'à 45 000 euros, puis après beaucoup plus. Quoi. D'accord, vous êtes en lien avec tous les acteurs, on parlait de venture capitalist, de business angel, ça aussi vous les connaissez, il y en a de très connus en Bretagne. On ne les connaît pas forcément tous, on en connaît beaucoup, notamment les locaux, parce que souvent les locaux sont plus à même d'accompagner ce type de projet sur des tickets qui ne sont pas forcément très très élevés. Après, sur les gros tickets, très clairement, on va sur des structures régionales, voire plutôt nationales. Des fonds des fonds nationaux, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà. Après, l'idée aussi, c'est de faire connaître le projet, le porteur de projet. Et donc, nous, on a mis en place un concours qui s'appelle les Trophées de l'innovation, qui se termine le 31 mars. Donc, l'idée, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble des projets innovants qui peuvent se déclarer dans le Morbihan. Il y a à peu près 100 projets qui sont sortis l'année dernière. On espère les atteindre cette année. Et l'idée, c'est de faire de la com, du buzz sur ce type de projet. Et franchement, ça les aide beaucoup parce que ça leur permet aussi après de communiquer en interne pour se faire davantage connaître. C'est très clair. Merci déjà pour ce témoignage. Alors, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. J'aimerais peut-être maintenant faire un tour de table sur la thématique si vous deviez donner des conseils à un entrepreneur qui doit amorcer son entreprise, à un autre entrepreneur qui doit l'accélérer. Quels seraient ces conseils? C'est parti pour un tour de table. Allez, Maël, c'est parti. Moi, la première chose que j'aurais envie de dire à un porteur de projet, c'est déjà de ne pas avoir peur d'en parler. Souvent, on vient nous voir en disant « mais faut pas en parler, c'est confidentiel. » Ça, les idées, elles sont dans l'air, il faut arrêter. Donc, tout le monde a des idées. Par contre, il n'y a que les entrepreneurs qui vont les réaliser. Donc à un moment, faut y aller, il faut mettre un petit peu ses tripes même sur la table. Même les NDA sont un petit peu en perte de vitesse. Ça continue quand même, on en fait signer, mais c'est vrai que c'est... Non mais c'est ça. Les NDA, pardon, les pactes de non-divulgation, etc. Après, ça dépend à quel niveau, mais toujours est-il que pour
Ça permet aussi à un moment de se challenger, puis de dire ok, voilà moi mon idée, voilà comment je la vois, et puis Il faut d'avoir des savoir retours. pitcher un Faut savoir projet pitcher à un moment. sans aucune. Voilà, sans Oui, puis il faut aucune, pas avoir peur. voilà. C'est-à-dire, c'est pas grave. Et des fois, moi, je me rappelle quand on a monté notre boîte, on a été voir l'Eurocima. L'Eurocima, c'est le cluster de la glisse dans le Pays Basque. Et on est arrivé avec nos petits souliers en disant, il y a peut-être une plateforme qui va arriver. Est-ce que vous connaissez? Et ils nous ont regardé. Mais en fait, vous êtes breton, vous êtes légitime sur la mer. Et non, il n'y a pas de deuxième plateforme aujourd'hui. Après, ça aurait pu arriver. Si c'était arrivé, on serait sûrement posé des questions. Alors que si on n'en parle jamais et qu'on reste et qu'on n'en parle pas et qu'on se confronte pas, eh ben mine de rien, il y a peut-être quelqu'un qui est plus brillant que vous, qui est à côté, avec qui vous n'allez pas vous entendre, ou en tout cas avec qui vous n'allez pas parler. Et c'est un peu dommage. Ouais. Donc voilà, moi le premier conseil c'est ça, c'est pas avoir peur de parler de son projet. Et puis après, faire le tour des banques, savoir s'entourer. Des fois, mine de rien, les avocats, Ça sert à quelque chose. Ça sert vraiment à quelque chose. Juste une anecdote, Bill Gates, il n'est pas devenu riche parce que c'était le plus intelligent, il est devenu riche parce qu'il avait un très bon avocat. Et ça, mine de rien, et ça, mine de rien, c'est pas contre neutre. C'est-à-dire avoir un bon avocat, c'est important. Et ça, c'est des démarches au début qui sont super importantes à faire. Et après, voilà, croire en son projet, ça c'est super important. C'est pas par hasard aujourd'hui que je suis là, c'est parce que j'ai aussi envie de parler de ma boîte, parce que je trouve que voilà, c'est une belle aventure. Donc voilà, c'est un moment, aller au-devant, et puis c'est pas forcément le truc le plus simple a priori, mais c'est pas hyper compliqué. Si on est là tous les quatre, c'est qu'on est normalement tout le monde est capable de le faire. Donc voilà, c'est d'y aller. C'est un beau message. On fera un tour de table pour présenter Ecossi, mais merci déjà pour ce témoignage. D'autres conseils opérationnels pour nos invités et ceux qui suivent nos émissions? Moi, je vais reprendre la première idée, à savoir s'entourer, surtout quand on est au tout début du projet, c'est extrêmement important parce que c'est l'un des éléments qui va être pris en considération pour évaluer la solidité du projet. Et puis toujours à ce stade-là, en fait, se lancer sur un projet qui fait sens pour soi, quelque chose qui résonne, parce que comme il va falloir en parler et convaincre d'autres personnes, en fait, on identifie tout de suite un projet qui est juste un projet issu d'une étude de marché sur laquelle on a identifié une opportunité et où le porteur du projet se dit tiens, je vais me lancer parce qu'effectivement, là, il y a du business. Et en fait, il y a moins d'étincelles dans les yeux de quelqu'un qui est en train de parler de ce genre de choses que dans les yeux d'un porteur de projet qui porte quelque chose qui l'anime. Et là, on sait qu'il ira jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés qu'il va rencontrer. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est-à-dire choisissez un projet qui est porteur de sens pour vous parce que ça va vous porter et parce que aussi des difficultés, il va y en avoir beaucoup. Et puis quand on arrive à la période de développement un peu plus important, quand on a validé son marché et qu'on souhaite se développer et qu'on va chercher des financements plus importants, je pense qu'il faut surtout se rappeler pour quelles raisons on a initié ce projet. Et ne pas se dire je veux garder 99% du capital, ça sert à rien, c'est ridicule. À mon avis, il vaut mieux avoir 1% de plusieurs millions que 99% de quelques milliers. Et donc toujours se souvenir qu'on ne l'a pas lancé pour faire de l'argent, on l'a lancé forcément pour répondre à un besoin, quelque chose qui était moteur pour nous. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête quand on arrive à diviser le capital. Merci pour cet excellent témoignage également. Le témoignage de l'acteur qui accompagne au quotidien. Oui, je ne vais pas rajouter grand chose de plus. Je pense que tout a été dit. Effectivement, le principal, c'est que l'adéquation homme-projet est essentielle. Et puis, effectivement, après, l'accompagnement. L'accompagnement sur le moyen terme et le long terme de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, sa vie, ça a beaucoup de creux, ça a beaucoup de crêtes également. Donc, du coup, il faut l'accompagner à tous les stades. Et on est là pour ça, en tout cas. Alors, en conclusion, Yannick, un site web pour en savoir plus? bulbinbretagne.fr, tout simplement, directement sur les moteurs de recherche ou CCI Morbihan. Yannick, merci très sincèrement. Delphine, un site web pour doper la croissance, les métiers, l'emploi autour de soi et dans son entreprise? Studywork.fr. Merci d'avoir participé à cette émission. Maëlle, votre site web et pour tous les entrepreneurs et porteurs de projets autour de la mer? Alors autour de la mer, ce sera ecossi.com, ekosea.com, et puis de toute façon, on est là et on est un peu visible, donc avec plaisir de discuter plus avant. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de Planète e-commerce. C'est la fin de cette émission. À bientôt. Merci.